Mais pour commencer, Julie, nous allons commenter la victoire de l'extrême droite aux législatives des Pays-Bas, qui après la victoire de M. Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse en Argentine, révèle le succès du populisme à travers le monde. Succès dans les urnes qui ne se traduit pas toujours par un succès dans les faits. D'ailleurs, je voudrais vous montrer ce tweet de Stéphane Séjourné, député européen macroniste, qui tweetait dès lundi, je le cite, « Les Brésiliens sont ressortis plus pauvres sous Bolsonaro, les Américains ont failli perdre leur démocratie sous Trump, les Polonaises ont perdu le droit d'avortement sous le parti Droit et Justice, les Hongrois n'ont plus de presse libre sous Orban, les Britanniques se sont lancés dans un long déclin économique avec le Brexit. Il faut protéger la France et notre Europe contre de tels désastres politiques. » Voilà, je crois, Julie, un bon début pour donner à nos débatteurs et premiers invités de quoi réagir. Je le vois à leur visage. Alors, je vous laisse nous les présenter tout de suite. On accueille sur ce plateau Juliette Briance, journaliste au magazine L'Incorrect. Bonsoir à vous, Juliette. Bonsoir. On est avec Frédéric Armel, journaliste RMC, écrivain. Bonsoir, Frédéric. Avec Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir, Pablo. Nos invités ce soir, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir à vous, Philippe. Et puis Mathieu Souquier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez écrit le livre suivant, 2022, La flambée populiste, aux éditions Plomb. Bienvenue sur ce plateau. Et on commence donc par cette victoire des législatives aux Pays-Bas, une victoire pour l'extrême droite. L'extrême droite qui a donc réalisé une nouvelle percée en Europe avec la victoire de Geert Wilders lors de ces élections législatives. Son parti de la liberté a remporté 37 des 150 sièges au Parlement. C'est plus du double que lors du scrutin de 2021. C'est pas pour autant qu'il sera Premier ministre, parce qu'il doit maintenant convaincre ses rivaux de former une coalition, mais lui, il y croit. On l'écoute. Nous sommes devenus le premier parti et de loin. Je veux dire par là que pour beaucoup de gens, si vous leur aviez demandé il y a un an, ils vous auraient traité de fou. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Je suis donc très fier, je suis très heureux et cela m'apporte un grand sentiment de responsabilité. Les gens attendent notre programme d'espoir, une politique d'asile et d'immigration plus stricte et que les gens reçoivent plus d'argent pour payer leurs factures et leurs courses. Évidemment, il y a eu des tas de réactions à cette victoire de l'extrême droite aux législatives aux Pays-Bas, mais quitte à avoir une réaction, autant avoir celle tout de suite de Philippe Ballard. Et d'ailleurs, un peu par provocation, évidemment, j'ai donné et soumis à votre sagacité le tweet de M. Séjourné à propos de ces différentes victoires à travers le monde, victoires ou de partis d'extrême droite, parfois certains ne revendiquent pas ce terme, mais en tout cas de partis populistes pour la plupart. Quelle réaction vous avez? Déjà, il n'y a pas l'Argentine, parce qu'on n'a rien à voir, parce que des fois on a des raccourcis qui sont faits. Enfin, le programme du président argentin n'a strictement rien à voir. C'est un ultra-libéral, mais ultra-libéral de chez ultra-libéral. Nous, c'est juste l'inverse, ce qu'on veut faire en matière économique, en matière sociale. Donc, rien à voir avec cette personne. Sur le Brexit, il se trouve que par hasard, je lisais un journal économique sur les Britanniques. Franchement, leur tableau de bord économique est nettement meilleur que le français. Donc, il faut arrêter de donner des leçons, surtout quand le chômage se met à remonter en France et que M. Le Maire, ce matin, nous dit qu'il faut secouer les puces en disant, moi, les retraités, maintenant, je vais ramener de 27 à 18 mois. Mais Philippe Ballard, on parle quand même de quelqu'un qui n'hésite pas à traiter les Marocains de racailles, qui a bâti sa carrière en bataillant contre ce qu'il nomme une invasion islamique de l'Occident, qu'il est anti-UE, favorable à un exit. On parle d'un Trump néerlandais. Vous le félicitez. Vous êtes là, vous revenez aux Pays-Bas. On parle évidemment oui, bien sûr. des législatives aux Pays-Bas. Mais nous, Marine Le Pen l'a dit ce matin, on cherche des alliés, on ne cherche pas des clones. On connaît monsieur de Geert Wilders. Oui, il peut choquer. Pas très bien, parce qu'il faut quand même rechercher son nom, vous voyez. Oui, non, mais parce que c'est une journée qui est un peu longue, puis elle va se finir à minuit dans l'hémicycle. Je vous comprends, moi non plus, je ne le connaissais pas si bien avant-hier. Non, mais si, je connaissais très bien son nom. Mais après, c'est intéressant l'extrait, très court extrait que vous avez publié, sorti, parce qu'il dit deux choses essentielles, et c'est ce qui l'a fait gagner, le pouvoir d'achat, parce que là, on se focalise, à juste titre, sur l'immigration. Il a copié Marine Le Pen pendant la présidentielle. Oui, Marine Le Pen a été la première en septembre 2021, moi j'ai eu la chance de faire partie de son équipe, à mettre sur la table le thème du pouvoir d'achat. Elle a été la seule. Et effectivement, et si M. Wilders gagne les élections aux Pays-Bas, c'est aussi parce qu'il parle de cette problématique du pouvoir d'achat. C'est prégnant en France. Moi je suis élu d'une circonscription dans l'Oise, où quand j'y vais, on me dit, mais vous savez, M. Ballard, nous le 10 du mois, mais on n'arrive plus à finir le mois, on doit arbitrer. Soit on fait le plein du réservoir, soit on fait le plein du frigo. Et puis il parle évidemment
de l'immigration, parce que c'est un sujet prégnant. Et puis de l'Europe également, mais on aura peut-être l'occasion. Oui, on va y revenir, on va faire réagir évidemment nos débatteurs, mais d'abord notre autre invité, évidemment, monsieur Mathieu Souquier. Vous aussi, je vais vous demander de répondre et peut-être de me confirmer ce qu'a dit Stéphane Séjourné à propos des résultats, parce que victoire dans les urnes, c'est une chose, réussir à gouverner ensuite, ça en est une autre, et effectivement, les exemples que donnait monsieur Séjourné en Hongrie, en Grande-Bretagne, on ne peut pas nier quand même qu'à un moment donné, M. Trump, par exemple, aux États-Unis, n'a pas accepté sa défaite. Oui, non, mais encore une fois, je ne suis pas le porte-parole du Parti républicain et de Donald Trump. Et on a condamné, Marine Le Pen, Jordan Bardella ont été très clairs. Le Capitole, c'est évidemment... on a toujours respecté les institutions. Et on continue de le faire au Rassemblement national. Mathieu Souquier. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que si on parle de populisme bien souvent au pluriel, on observe quand même que le populisme qui prospère aujourd'hui est un populisme d'extrême droite. Il y a eu un populisme de gauche, y compris en Amérique du Sud, mais aujourd'hui on n'en est plus là. Ceux qui gagnent, ceux qui se rapprochent du pouvoir, ceux qui s'installent au pouvoir ou ceux qui parfois reviennent au pouvoir sont des populistes d'extrême droite. Et même si évidemment il ne faut pas confondre la situation politique américaine, argentine, italienne, danoise, etc. ou hollandaise, il y a, même s'il y a 1000 nuances, ou à minima 50 nuances de populisme et d'extrême droite, il y a quand même des points communs et des points communs assez forts. Alors, il y a un populisme ou une extrême droite ultra-libérale. En France, c'est effectivement plutôt Éric Zemmour que Marine Le Pen. Il n'empêche que, quand la question des unions et de la capacité à gouverner se pose, un représentant politique d'extrême droite ultra-libérale peut imaginer s'associer à une représentante politique d'extrême droite un peu plus étatiste. Mais encore une fois, ça ne dit pas qu'on est dans deux univers politiques radicalement différents. Non, ce qu'on constate bien, c'est que, y compris en Europe, l'extrême droite se rapproche du pouvoir, s'installe au pouvoir, ou parfois revient au pouvoir. Juste un dernier point sur Trump. En 2016, quand il s'installe à la Maison-Blanche, tout le monde considère, le monde entier considère que nous vivons une forme d'accident démocratique, d'anomalie démocratique. Et personne n'imagine que Donald Trump va rester au pouvoir ou potentiellement revenir au pouvoir. On voit que précisément aujourd'hui, 8 ans après, le retour au pouvoir de Donald Trump est une hypothèse tout à fait plausible. Donc, en dépit de la bouffonnerie d'un certain nombre de candidats, parce qu'il y a cette dimension chez Trump, il y a d'une certaine façon cette dimension chez le nouveau président argentin. Le candidat argentin, oui. En dépit de cela, précisément, on peut revenir au pouvoir. Et on peut ne pas être pénalisé par ses outrances, ses excès, ses débordements ou son rapport même problématique, comme on l'a vu avec Donald Trump, à la démocratie. Juliette Brien, c'est votre première fois chez nous. Bienvenue ce soir. Quel commentaire vous voulez faire ? Non, mais je crois que vous avez bien fait de rappeler qu'effectivement, il n'y avait rien à voir entre le Rassemblement national et l'Argentine et que ça montre bien effectivement qu'aujourd'hui, le mot extrême droite veut un peu tout et rien dire. Il me semble que cette élection aux Pays-Bas, c'est un peu un cri du peuple. Je ne vois pas pourquoi on ne l'entendrait pas. C'est un cri du peuple pour retrouver sa souveraineté, parce qu'il estime qu'il y a une mainmise de plus en plus importante de la part des institutions européennes qu'il ne trouve pas légitime et qui avait, on se rappelle d'ailleurs, déclenché à moitié la crise, la révolte des agriculteurs il n'y a pas si longtemps, puisque le gouvernement en place avait estimé que les gaz à effet de serre n'atteignaient pas, enfin la réduction n'atteignait pas les objectifs de l'UE, et c'est ça qui avait, si vous voulez, qui avait mis en colère les agriculteurs. Et sur l'immigration, bien sûr, comme dans toute l'Europe, les gens se réveillent et commencent à être très inquiétés par l'immigration. Ce qui est intéressant aux Pays-Bas, c'est que les chiffres sont pas du tout les mêmes qu'en France, où on a le droit évidemment à aucune statistique ethnique. On n'a que les statistiques, par exemple, de la délinquance des étrangers qui nous ont été données à maintes reprises par notre gouvernement, par Gérald Darmanin, entre autres. Aux Pays-Bas, ils font des statistiques sur les immigrés et les enfants d'immigrés sur 2 générations. Et là, je peux vous dire que les chiffres sont tout autres et qui sont très inquiétants. Cette part de population, donc les immigrés et les enfants d'immigrés, ils représentent 14% de la population aux Pays-Bas. Ils sont responsables de 35% des mises en cause dans les infractions sexuelles, 40% dans les agressions, 60% dans les vols avec violence. Donc c'est gargantuesque. Et vous parliez des Marocains tout à l'heure.
et pourquoi il avait spécifiquement, et je lui laisse la responsabilité de ses mots, hein, évidemment. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord. Quand il traite les Marocains de racailles. Avec ces termes. Je dis juste que pour les Marocains, le taux de récidive et de mise en cause pour les hommes marocains ou d'origine marocaine, il explose. Et c'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez confirmation de ces chiffres? C'est les chiffres de la police. Pour le vrai, je les connais pas. C'est les chiffres de la police. Spécialiste de la... En France, il y a des chiffres qui sont à peu près similaires. Mais le oui, préfet de police de c'est les Paris chiffres de la police. il disait il y a la moitié des mises en cause sont étrangers. Tout à fait. Voilà. Et je dis bien étrangers. Je dis pas de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Dans les prisons françaises, vous parlez pas de il y a ceux qui sont nés en France, vous parlez de ceux qui viennent de l'étranger. Étrangers nés à l'étranger, nés étrangers. Voilà, 25% des prisons françaises sont des étrangers. Première chose, les propos de Geert Wilders sur les Marocains ont été condamnés. Hein, il a été condamné pour ça en 2016. Mais il y a de quoi, d'ailleurs. Deuxième chose, et il y avait de quoi, c'était profondément raciste. Et la deuxième chose, c'est que par rapport aux chiffres que vous citez, ça montre bien en fait l'obsession de l'extrême droite que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau et que Geert Wilders représente dans les Pays-Bas. C'est-à-dire que vous faites une relation de cause à effet, oui. de causalité entre l'identité ethnique ou en l'occurrence l'appartenance à un groupe sociopolitique que seraient les émigrés et leur surreprésentation exactement dans la criminalité. On peut aussi faire le lien entre la question sociale, la pauvreté, l'endroit où ils sont situés géographiquement, avec les mineurs isolés, où ils sont situés sur le territoire, le manque d'accès qu'ils ont par exemple à certains services publics ou à certains services tout court, d'ailleurs pas que publics. C'est-à-dire que, et ça c'est typique de l'extrême droite et c'est typique de ce qu'elle est en train de faire, du discours en fait que porte Geert Wilders depuis maintenant plusieurs décennies, c'est-à-dire qu'il est obsédé par l'islam et par l'immigration. Et moi, ce qui me terrifie aujourd'hui, dans le présent en fait qu'on est en train de vivre en Europe, c'est que ce fantasme qui arrive chez nous. Arrive chez nous, arrive partout et devient une réalité. Bien sûr que si. C'est le choc des civilisations, ce qu'il imagine être le choc des civilisations entre une civilisation, je sais pas quoi, judéo-chrétienne européenne et une civilisation arabo-musulmane. Ce choc-là, qui est complètement un fantasme, aujourd'hui, il est en train de le transformer en réalité. Et je trouve ça c'est une réalité abominable parce que ça ne nous mène qu'à la guerre. Le problème de beaucoup de gens qui ont les yeux fermés, c'est qu'ils pensent que c'est un fantasme de gens, alors que les gens qui votent voient cette réalité. Après, il y a une composante qu'on n'a pas évoqué, qui est le problème de la drogue aux Pays-Bas. Les Pays-Bas aujourd'hui sont infestés de mafia de la drogue. On sait même l'une des princesses a été menacée par la mafia, sa sécurité est renforcée. Il y a un problème de drogue et de trafic de drogue et de mafia de la drogue hyper important, et la délinquance qui va avec, qui a influencé aussi le vote des Néerlandais. Certains observateurs parlent de narco-État pour parler des Pays-Bas. Et en France, on voit aujourd'hui que des petites villes sont infestées de dealers là aussi. Donc attention, la composante de la drogue peut aussi influencer le vote. Et pour terminer par rapport au discours de M. Wilders, c'est que, en fait, vous l'avez un peu évoqué, mais il était très radical pour consolider sa base. Et après, il s'est calmé, il a parlé de choses sociales pour ouvrir le cercle. Et ça, parce qu'avec sa base... C'est ce qui va permettre une coalition ? Peut-être. Parce qu'à partir du moment où il parle du social, où il parle... c'est-à-dire qu'il n'aurait pas fait autant il ne serait pas arrivé premier uniquement que sur le thème de l'immigration. C'est parce qu'il a ouvert au thème social que... La question du rôle de la droite dans l'accession de l'extrême droite au pouvoir est une question centrale. Oui, parce que quand la droite ne règle pas les problèmes, les gens sont vers l'extrême droite. Si la droite traditionnelle néerlandaise va valider, comme l'a fait la droite argentine, qui a validé les Macri et compagnie, ils ont validé Javier Milei, ils ont appelé à voter pour lui. On va voir si là, la droite néerlandaise fait ce même pas, et voir si la droite française fait aussi ce même pas envers les... C'est bien de revenir en France, d'ailleurs. En fait, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que pendant que toute l'Europe et que des populations s'inquiètent de leur sécurité, de leur identité, de leur souveraineté, et qui sont morts d'inquiétude, et qui l'expriment par des votes démocratiques, encore une fois, il n'y a que sur les plateaux de télé où on s'inquiète de la montée de l'extrême droite et pas du reste. C'est quand même incroyable. Si tout ce que vous avez à répondre à ces gens qui s'inquiètent, mais dans leur âme, on va les regarder justement. Et d'extrême droite, après ne vous étonnez pas qu'ils votent pour les partis qui vous déplaisent, forcément. Parce que parfois des décisions prises par ces partis-là ont fait peur. Et là, je reviens au tweet de ces journées. Les femmes, par exemple, en Pologne, d'ailleurs, les Polonais
ont changé d'avis depuis, comme quoi ça n'a pas si bien marché que ça. Et démocratiquement, on a pu voir qu'il y avait eu une alternance nouvelle là-bas en Pologne. Bah, c'est démocratique, justement. Oui, mais c'est une bonne chose. je ne dis pas le contraire. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas le contraire. Ah bah, s'il n'y a pas de problème, alors tant mieux si. Voilà, Il n'y a pas de problème, les gens s'aperçoivent que l'extrême droite ne marche pas. Donc effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. La preuve que non, c'est qu'on peut changer de régime. Mais moi, dans ces discussions, je trouve Si les gens qu'il y a changent de quelque régime, chose c'est parce qu'ils ne sont pas contents. Vous êtes bien d'accord avec ça? Absolument. Il y a Bon. quelque chose d'assez Merci. surréaliste en fait dans la discussion, c'est que ce sont des gens qui votent. Enfin, les gens votent. Voilà, tout simplement. Mais c'est là où je pense que votre discours n'imprime plus. Alors, soit vous êtes dans un déni total et complet, soit vous mentez. Et en fait, en vous écoutant, on a l'impression que le monde se divise en deux. Il y a les sachants, ceux qui sont hyper intelligents, le bloc élitaire. Et puis de l'autre côté, il y a les gueux, voilà. Et il y a les sans grades. Il y a ouais, non, mais même pas ça. Qui sont menés par des populistes. Donc, vous faites de nous la figure de proue. Mais excusez-nous, nous, on s'occupe des gueux, on s'occupe des délaissés. Oui, tout à fait. Personne n'a prononcé le mot gueux ici. Non, mais c'est pas péjoratif. Alors moi, je viens d'une famille de gueux, voyez-vous, parce que peut-être plus moi, que dans vous le discours d'ailleurs. politique, je me le prends de temps en temps. C'est pour ça que je le réutilise. Enfin, moi, je vois pas ce que c'est des gueux aujourd'hui chez nous en France. Non, mais les sans grades. J'ai jamais entendu ce terme-là. Les classes populaires. Peut-être que vous l'utilisez, mais nous, on l'utilise pas. Non, mais les classes populaires. Moi, je vois pas de gueux. Moi, ou alors je viens d'une famille de gueux, voyez-vous, et je le prends très mal. Moi aussi. Bon, alors parfait. Donc il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, vous Ma n'avez mère pas a entendu été ce élevée par terme-là sa mère ici. seule. Ni gueux. Son père l'a abandonnée quand elle avait 3 ans. Donc il n'y a aucun problème Oui, donc, là-dessus. mais moi- Sauf que je reviens à ma démonstration, parce que c'est le point essentiel. Il y a le monde élitaire, les sachants d'un côté, et puis ce que vous appelez les populistes qui s'occupent juste de leur population et du peuple. Et là, ça n'a rien à voir. Et je terminerai, vous me parlez de Trump, mais regardez la carte électorale aux États-Unis. Vous avez la côte Est, la côte Ouest, là on retrouve les sachants, on retrouve le bloc élitaire, et puis il y a le peuple. Au milieu, la Rose Belle, vous savez, cette industrie, ces usines qui ont été abandonnées parce que la désindustrialisation est passée par là, comme elle est passée en France, comme elle est passée en Lorraine et dans tout un tas de coins en France. Et ben ces gens-là, à un moment, oui, ils votent. Alors ce que vous appelez populiste, non, ils votent pour ceux qui les défendent. Mathieu Souquier, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Mathieu Souquier, on lui donne encore quelques minutes. La politique n'est pas faite que de rationalité, elle est aussi faite de fantasmes et elle est parfois même faite d'instrumentalisation politique d'un certain nombre de sujets. La logique du bouc émissaire, elle existe depuis toujours dans l'histoire politique. En l'occurrence, il y a quand même, et c'est un des traits communs entre ceux qu'on peut qualifier de populistes ou de populistes d'extrême droite, il y a un fond commun, c'est la préférence nationale. Et ce discours sur la préférence nationale, précisément, bien souvent, il instrumentalise la question migratoire, qu'il confond avec la question sécuritaire, comme si les deux étaient parfaitement corrélés. Et par ailleurs, encore une fois, il ne s'adosse pas néanmoins à une réalité scientifique établie. J'en veux pour preuve qu'en France, aucun sociologue ou aucun démographe reconnu, en fait, n'atteste l'idée que nous sommes confrontés à un tsunami migratoire. Ça ne veut pas dire que la question de l'immigration n'est pas une vraie 500 question. 000 personnes. Non, mais la ville de Toulouse tous les ans. La question de l'immigration n'est pas une question. 500 000 personnes, ça comprend 100 000 étudiants qui viennent étudier en France. Les visas, ces chiffres-là, les visas, les demandes d'asile. Je ne sais pas si ce sont des sachants. Tout le monde en même temps. Je ne sais pas si ce sont des sachants, mais les experts de ces sujets-là, les sociologues et les démographes, en aucun cas n'atteste l'idée que nous serions confrontés à une menace migratoire qui ressemblerait à un tsunami. Et non, mais c'est faux. C'est faux. Et personne. Pardon, monsieur. Je termine. On a foutu des démographes. Non, mais vous êtes en train Peut-être qu'on peut regarder, s'il vous plaît. Je réponds juste. Vous avez lu l'archipel français de Jérôme Fourquet? Vous avez regardé à une page, il a recensé les prénoms arabo-musulmans depuis 1960. Jérôme Fourquet, il n'est pas au Rassemblement National. Mais quel est le rapport avec l'insécurité? C'était 1%. 1993, c'était 7%. 2018, c'était 18%. Et là, les derniers chiffres, la démographie malheureusement s'effondre en France. L'INSEE, c'est pas le Rassemblement National, qui vous dit que 30% des naissances, les enfants ont au moins un parent étranger. Voilà, c'est la réalité. Alors vous pouvez me dire que 500 000 personnes qui débarquent en France tous les ans, l'équivalent de la ville de Toulouse, ça passe crème, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est le communautarisme, c'est le séparatisme qui fait lié aussi de l'islamisation. Bon, voilà. Mathieu Souquier, j'aimerais qu'on regarde justement les intentions de vote. On parlait des Pays-Bas, regardons ce qui peut se passer en France, avec déjà les élections européennes qui arrivent dans 7 mois. On va regarder ce que dit ce sondage OpinionWay. Le Rassemblement national qui arrive à 28% des intentions de voix, loin devant, peut-être qu'on peut le voir ce sondage, 10 points devant la majorité présidentielle, plus de 10 points, non d'ailleurs moins de 10 points, et puis le Parti socialiste à 9%. Et quant à Marine Le Pen, si les élections avaient lieu là demain, c'est un sondage réalisé le 30 octobre, Marine Le Pen remporte
31% des voix, face à Édouard Philippe, par exemple, qui lui est à 25%, et Jean-Luc Mélenchon, 14%. Marine Le Pen, présidente, c'est une réalité en France En tout cas, quand on observe les tendances et les tendances profondes dans l'opinion, c'est-à-dire la colère qui prospère de façon très nette, et pardon, mais les sachants, ceux que vous appelez les sachants... Mais et les intentions de vote chez les jeunes. Les politologues ont corrélé les conditions du vote avec un certain nombre de facteurs, et en particulier un ressenti dans l'opinion qui est la colère, la défiance, le mal-être. C'est-à-dire que les électeurs de Marine Le Pen sont ceux qui ressentent le plus fortement ces sentiments-là. Et donc, le déclassement. Le déclassement des classes moyennes. Ce qu'on observe dans le pays, précisément, explique assez facilement la poussée de l'extrême droite. Et je dirais que si en 2002, la question principale était « Marine Le Pen peut-elle gagner ?», de plus en plus, quand on observe les choses, on se dit « Peut-elle perdre en 2027 ?» C'est-à-dire que les dynamiques électorales sont tellement en train de s'inverser que c'est inquiétant. Le match des oppositions... Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à se dire à ces gens qu'ils sont racistes, qu'ils sont xénophobes, qu'ils pensent mal, qu'ils ont... Et bien sûr qu'ils vont continuer à voter Marine Le Pen, ça ne s'arrêtera pas. Et j'aimerais bien savoir en quoi la préférence nationale est d'extrême droite, en fait. Quel est le problème avec la préférence nationale ? Une nation, ça sert à quoi s'il n'y a pas de préférence nationale ? On préfère qui, les étrangers ? Pardon, mais la préférence nationale depuis plus d'un siècle, précisément... l'autre jour. La préférence nationale depuis plus d'un siècle et précisément en fait constitue l'ADN politique de l'extrême droite. Bon bah très bien, bah alors moi je vote extrême droite, je vous le dis, parce que moi je n'ai aucun doute là-dessus. On s'en doute là-dessus. On s'en doute. C'est pas le problème. On efface les frontières, on vit tous ensemble, il n'y a plus de nation, et puis on sera à moitié Arabie Saoudite, à moitié France, à moitié Italie. Il y a plus la préférence nationale, c'est l'essence, la base de la nation, sinon elle sert à rien. Un dernier mot, Pablo Pio Vivien. Parce que je ne souscris absolument pas à votre vision du monde. Vous savez, pendant un temps, le moteur du peuple français, ça a été l'égalité. Et en fait, dans l'égalité, dans cette vision de l'égalité, qui était d'ailleurs à un moment qu'on a pensé universelle, il y avait la question de la préférence nationale n'existait pas. Oui, il n'y avait pas un tel flux migratoire. Parce qu'il n'y avait pas un tel flux migratoire. C'était au nom de l'égalité en fait qu'on accueillait ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient différents de nous et qui arrivaient sur notre territoire. On les a accueillis, on les a soignés. Mais à quelle époque ? Il y a 100 ans ? Oui, il y a 100 ans. Oui, d'accord, mais sauf que depuis, quand il y a un flux migratoire de 500 000 personnes qui arrivent en France, vous avez le sondage CSA ce soir, 66% des personnes interrogées considèrent que l'immigration extra-européenne est et le mot est important, est un danger pour la France. C'est une victoire de l'extrême droite. On essaie de se calmer. On essaie de se calmer. Vous avez réussi à convaincre les Français que la xénophobie était quelque chose qui était... Mais c'est pas la xénophobie, non, c'est l'immigration. C'est pas le rejet de l'autre, c'est l'amour des... On a bien compris. Mathieu Souquier, un dernier mot. Vraiment un micro-point puisqu'on convoque des sondages. Une majorité de Français, même si cette majorité recule, une majorité de Français continue de considérer que Marine Le Pen est raciste. Posez-vous quand même la question. On va terminer là-dessus. On aura le temps d'en débattre. D'ici aux européennes et d'ici la présidentielle. Ça n'est pas tout de suite, cette présidentielle quand même. Et c'est vrai qu'on en parle très longtemps à l'avance. Et pour cause aussi, parce qu'on sait évidemment que Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc évidemment, les jeux sont ouverts, comme on dit dans ces cas-là.